La dette publique de la France est colossale. Plus de 3200 milliards d'euros, près de 113% du PIB, et ça n'en a pas fini de monter. Cette année, la France est à découvert de 148 milliards d'euros. L'an dernier, c'était 154 milliards, il y a 2 ans, 125 milliards, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Parce que la dernière année sans déficit public, c'était en 1974. Pendant 50 ans, les gouvernements de droite comme de gauche ont systématiquement dépensé plus que ce qu'il y avait dans les caisses. Pour n'importe qui, ce serait la banqueroute. Et pourtant, on est toujours là. Alors, comment c'est possible ? Tout simplement parce que ce chiffre, ça n'est ni vous ni vos enfants qui auraient à le rembourser. Vous avez peut-être déjà entendu que chaque Français naît avec 43 000 euros de dette à rembourser. C'est totalement faux. Dans cette vidéo, vous allez voir que notre économie a besoin de dette publique. Mais si jusqu'il y a encore quelques années, cette dette n'était pas un problème, aujourd'hui, les choses pourraient bien changer. Bercy, siège du ministère de l'économie et des finances. C'est ici, dans ces vieux bureaux, que se cache l'ennemi public numéro 1, la dette. Bon, alors déjà, la dette, c'est quoi ? Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Quand la France a besoin d'argent, elle va toquer à la porte des investisseurs. Des banques, des assurances, des fonds d'investissement, bref, des acteurs économiques dont le travail c'est de gérer beaucoup d'argent et de le placer avec le moins de risques possible. Et ce sont eux qui vont prêter leur argent à l'État en échange d'un bout de papier. Ce bout de papier, c'est une obligation et en simplifiant un peu, ça ressemble à ça. On y retrouve 3 éléments essentiels. Un montant que l'État emprunte, c'est ce que va payer l'investisseur pour acheter l'obligation. Un taux qui va donner lieu à des intérêts versés chaque année qu'on appelle le coupon. Et une durée de maturité, c'est la durée de vie de l'obligation. Elle peut aller d'1 an jusqu'à 50 ans. Donc là-dessus, par exemple, on a l'État qui a emprunté 1 milliard qu'il remboursera dans 10 ans. Et en contrepartie, il devra payer tous les ans 2% d'intérêt. Et arrivé à son terme, l'État rembourse l'investisseur et l'obligation disparaît. Et à ce stade, vous vous dites, ouais, c'est un crédit quoi. Pas tout à fait. Vous, si vous faites un crédit pour acheter une maison par exemple, tous les mois vous allez payer une partie de la somme empruntée plus une partie des intérêts, jusqu'à ce que vous ayez tout remboursé. Mais quand l'État emprunte, c'est différent. Lui, il ne paye que les intérêts et ça n'est qu'à la fin qu'il remboursera la somme en une seule fois. La deuxième différence, c'est que l'État a une durée de vie infinie. Si moi, je demande à ma banque un prêt quand j'ai 50 ans sur 20 ans, on va sans doute me dire d'accord. Et si je retourne voir ma banque quand j'ai 70 ans, quand j'ai 80 ans, quand j'ai 90 ans, on va me dire, écoutez, monsieur Jattot, vous êtes gentil, mais on sait bien que vous n'en avez pas pour très longtemps, donc on va jamais revoir notre argent, donc c'est non pour le prêt. L'État, lui, il a une durée de vie infinie. Donc ça veut dire qu'il peut emprunter continuellement. Concrètement, lorsqu'une obligation arrive à échéance, l'État rembourse en émettant de nouvelles obligations. Une nouvelle dette qui vient remplacer l'ancienne. C'est ce qu'on appelle rouler sa dette. L'État rembourse les uns en empruntant aux autres. Pour lui, l'opération est indolore. Ce qui n'est pas indolore, c'est les intérêts qu'il a versés pendant 10 ans. Les intérêts de la dette, c'est la seule chose que l'État paye réellement de sa poche. Et sa poche, c'est la nôtre. Si notre dette s'élève à près de 113% du PIB, les intérêts de la dette, ce qu'on paye réellement pour emprunter, ne représentaient en 2023 que 1,7% du PIB. Ces intérêts, quand on les additionne, on appelle ça la charge de la dette. La charge, c'est-à-dire les frais, le coût que doit payer l'État français pour l'ensemble de sa dette. Vous vous souvenez du chiffre de 43 000 euros de dette par Français ? S'il est faux, c'est parce qu'il revient à prendre toute la dette, soit 2 900 milliards en 2022, et à la diviser par le nombre d'habitants. Or, c'est ni le bon chiffre en haut, on ne paye pas toute la dette mais seulement les intérêts, ni le bon chiffre en bas, on ne demande pas à chaque Français de payer ses intérêts et encore moins de les payer équitablement. Bref, ce qui compte, c'est pas combien l'État a de dettes, mais combien cette dette lui coûte chaque année. Et cette charge, elle a beaucoup baissé au cours des dernières décennies. Parce que même si on emprunte plus, on emprunte moins cher. En 1990, pour une obligation de 10 ans, la France empruntait à 10%. En 2000, à 5,7% et en 2010, à 2,5%. On était dans un monde très incertain et donc il y avait peu de placements sûrs à l'échelle de la planète. C'est pour ça que les dettes publiques de pays jugés sûrs comme la France ou encore plus comme l'Allemagne étaient très demandées parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix alternatifs en fait. Tellement sûr qu'en 2020, on était même à moins 0,2%. Ça veut dire que l'État devait rembourser moins que ce qu'il avait emprunté. Et comme l'État roule sa dette, plus les nouveaux emprunts se font à des taux d'intérêt faibles, plus ça va tirer la charge d'intérêt vers le bas. Et c'est ce qui fait qu'en 2011, la dette
coûtait 46 milliards d'euros à l'État, alors qu'en 2020, elle ne coûtait plus que la moitié, soit 24 milliards. Pendant des années, la France a emprunté à quasiment 0%. Et si on avait continué à ce rythme-là, on aurait quasiment fini avec une charge d'intérêt à 0 €. Pourquoi on l'a pas fait ? Parce que la dette publique, ce n'est jamais qu'une question économique. C'est aussi et avant tout une question politique et idéologique. Lorsqu'on a des taux d'intérêt négatifs, les États, c'est open bar pour eux. Ils émettent énormément de dettes. Cela dit, ça crée une sorte d'inconséquence. On ne freine plus l'émission de dette. Et ça, les investisseurs, ils aiment pas trop. Sur les marchés financiers, la dimension psychologique compte pour beaucoup. Et même si l'État a parfaitement les moyens de rembourser quand les taux sont bas, ça alimente leur pire cauchemar, la perte de contrôle. En Chine, un mystérieux virus se propage. Je dissous ce soir l'Assemblée nationale. Sa première motion de censure est adoptée. Alors, on l'a dit, la France a une durée de vie infinie. Mais quand un État tangue, c'est la perception de son immortalité qui vacille. Alors quand la France envoie des signaux assimilables à une perte de contrôle, les investisseurs vont préférer financer la dette d'autres États et demander à la France des taux d'intérêt plus élevés. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors qu'ils prêtaient encore à des taux proches de 0 en 2021, les investisseurs demandent aujourd'hui à la France un taux de 3% pour confier leur argent. Soit plus que ce qu'ils demandent à l'Allemagne ou au Portugal, mais toujours moins que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les investisseurs se posent la question de savoir si la France est vraiment restée très sérieuse ou si elle commence à faire un peu n'importe quoi. L'État français, compte tenu de ses incertitudes politiques, économiques et budgétaires, doit payer plus cher les émissions de dette. 3%, ça a l'air de rien, mais comme la dette continue de rouler, les anciennes obligations à taux faible sont progressivement remplacées par de nouvelles obligations à taux plus élevés. Et dans ces conditions, la charge de la dette pourrait atteindre 72,3 milliards d'euros en 2027, soit une augmentation de 85% par rapport à 2023. Et là, ça peut commencer à devenir un problème. Et il faut bien comprendre que cette explosion de la charge de la dette, elle ne dépend pas directement de la capacité de la France à payer les intérêts, mais de la perception que s'en font les investisseurs. Si les taux augmentent, c'est parce que le marché s'inquiète. Et à partir de là, commence le cercle vicieux. Le marché est inquiet, donc les taux d'intérêt montent, donc la dette coûte plus cher, donc l'État a plus de mal à rembourser, donc le marché s'inquiète encore plus, etc., etc. Une prophétie autoréalisatrice qui a frappé la Grèce en 2010. Percevant un risque de défaut, les investisseurs ont tourné le dos à l'État grec qui s'est retrouvé dans l'incapacité de rouler sa dette et donc de rembourser ceux-là même qui avaient choisi de ne plus lui prêter. En fermant le robinet, les investisseurs ont créé leurs propres pertes. Alors, pour éviter que les marchés enclenchent une dynamique de doute, nos dirigeants sont contraints de ménager les perceptions négatives des investisseurs. Quitte à surjouer le sérieux budgétaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la comédie de la dette. Nous avons beaucoup amélioré les comptes publics depuis 19 mois. Grâce à nos bonnes performances économiques et à la maîtrise de nos finances publiques, j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Leur objectif, rassurer les marchés. Les finances sont bien tenues, le déficit est sous contrôle, tout va bien. Et dans cette comédie, tout le monde ne joue pas à égalité. Et comme au cinéma, les stars sont américaines. Moody's qui a dégradé la note financière de la France. Standard & Poor's dégrade la note de la dette française. L'agence de notation Standard & Poor's vient de dégrader la note de la dette de la France. Vous avez sûrement déjà entendu le nom de ces agences de notation. Et pour cause, elles ont un pouvoir considérable sur la santé financière des acteurs économiques. Une agence de notation, sa mission essentielle, c'est de sonder les cœurs et les reins des émetteurs de dette, d'informer les investisseurs des dangers que peut receler telle ou telle émission de dette. D'après l'agence Fitch, par exemple, la France est notée AA-. Une note plutôt bien par rapport à l'Espagne et son A-, mais pas top comparé à l'Allemagne et son AAA. Des agences de notation, il en existe une centaine, mais seulement 3 d'entre elles contrôlent 93% du marché de la notation. Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. Un véritable oligopole pour ces 3 agences privées américaines particulièrement rentables et exposées aux conflits d'intérêts. Parce que forcément, quand vous disposez d'informations confidentielles sur le marché, vous pouvez être tenté de les utiliser à votre profit. Et ça s'appelle du délit d'initié. Moody's a très souvent oublié d'informer que Warren Buffett possédait 7 ou 8% de son capital. Fitch Ratings avait oublié de mentionner que son actionnaire principal, Marc Ladreit de la Charrière, était non seulement son principal actionnaire, mais qu'il était administrateur de plusieurs entités notées par Fitch Ratings. Le même Marc Ladreit de la Charrière qui avait été condamné en 2018 à 8 mois de prison avec sursis pour avoir offert un emploi fictif à Pénélope Fillon. Bref, ces agences de notation, elles sont loin de faire l'unanimité. Mais pour autant, quand les notes tombent, les plateaux tremblent. Le rituel de la note de
la France, tous les 6 mois, c'est du pain béni pour la presse. On a un calendrier connu d'avance, avec une note. Facile à comprendre une note. Et puis on peut même ajouter du drama. Il s'agit du dernier avertissement avant une crise majeure de nos finances publiques. Une dégradation aurait de graves conséquences. La France a été dégradée vendredi. Est-ce que c'est grave, docteur? Là, ce matin, non, pas du tout. Alors écoutez, on avait 18 sur 20, comme dit Bruno Le Maire, on tombe à 17 sur 20. Et en réalité, les agences de notation sont totalement dépassables. Elles sont totalement dépassées. Et même si les notes en elles-mêmes ne font que préciser les tendances qui existent déjà sur le marché, les séquences médiatiques qu'elles enclenchent forcent les responsables politiques à prendre la parole, à émettre des signaux. Ces notes, elles alimentent le débat public et ça joue sur la perception du marché. Le cycle peut reprendre. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de s'endetter pour rassurer nos chers investisseurs? Eh bien ça, il y a fort à croire que ce serait une très mauvaise idée. Politiquement déjà. Ça voudrait dire avoir des budgets en excédent, donc plus de rentrées d'argent que de dépenses, et aucun politicien ne veut ça. Parce que ça voudrait dire que l'État a prélevé plus que nécessaire, qu'il a trop fait payer les Français. Et ça aide pas trop à se faire réélire. C'est ce qui s'est passé en 2000, lorsque le gouvernement de Lionel Jospin s'apprêtait à présenter un budget en excédent. Un surplus de 50 milliards de francs qui, loin d'arranger les affaires du Premier ministre socialiste, s'est transformé en surplus d'ennui. L'opposition réclamant que le gouvernement restitue leur argent aux Français, cette cagnotte a finalement servi à réduire les impôts cette année-là. Pas de sens sur le plan politique donc, et pas d'avantage sur le plan économique. Parce que depuis 10 minutes là, on parle de dette, mais c'est que la moitié de la question. Quand vous faites un prêt pour acheter une maison, vous avez des dettes, oui, mais vous avez aussi une maison. Et bien pour l'État, c'est pareil. Chaque euro des 3200 milliards qui roulent année après année a permis d'acheter quelque chose, de payer quelqu'un, de construire quelque part. Si demain l'État dépense 100 milliards d'euros pour construire des universités, des hôpitaux, des écoles, ces 100 milliards ils vont arriver dans la poche d'entreprises, de travaux publics, d'architectes, de sécurité. Des travailleurs et des travailleuses vont être payés et ces salaires vont à leur tour être dépensés dans l'économie et arriver dans les poches d'autres entreprises et ainsi de suite. L'argent d'un investisseur qui dormait dans une tour de la Défense est ainsi remis en circulation pour créer de la croissance. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. 1 euro de dette publique crée plus d'1 euro de richesse. La question c'est, est-ce que cet euro génère plus de richesse que ce qu'il coûte en intérêt? Sinon, c'est de la mauvaise dette, et si oui, c'est de la bonne. Lorsqu'un État décide d'investir dans de la recherche, décide d'investir dans des infrastructures, c'est généralement de la bonne dette, parce que ça crée de la richesse. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que si je veux réduire le ratio dette publique sur PIB, peut-être que la meilleure solution, c'est de creuser le déficit, donc de creuser la dette, en faisant le pari que le PIB augmente davantage que la dette publique. Et c'est d'ailleurs l'un des axes dégagés par le rapport Draghi du nom de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui recommande des investissements massifs dans la recherche en Europe, financés par de la dette.